Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter mon stage qui a porté sur les pratiques de sélection paysanne de blé dur et plus particulièrement sur la sélection sur les grains. Donc, le contexte de l'étude, donc très rapidement, c'est l'utilisation des variétés population et de la biodiversité intraspécifique dans les champs pour faire face aux enjeux du changement climatique. Qui dit utilisation de variétés population chez les agriculteurs dit à un moment sélection massale. Et aujourd'hui, chez le blé dur, donc sur l'espèce sur laquelle on a travaillé, la sélection massale, c'est une pratique qui est très marginale, qui se fait principalement en sélectionnant les plantes sur leur trait végétatif ou en sélectionnant les meilleurs épis, ce qui implique qu'on n'a pas vraiment de sélection sur la qualité du grain directement, alors que c'est très important chez le blé dur, vu que les grains sont quasiment systématiquement transformés. Et en rajoutant à cela les apports récents de la sélection phénomique, c'est-à-dire de prendre un spectre d'une partie de la plante, un spectre infrarouge, et de prédire un trait de cette plante, comme par exemple son rendement, on s'est dit qu'on pourrait imaginer une sélection massale sur grain avec des trières optiques équipées d'infrarouge. Et donc ça nous a amené à nous poser la question de savoir si le grain était une bonne unité de sélection. Et plus particulièrement, ce que je vais développer dans la présentation, c'est de comparer l'efficacité de la sélection sur grain par rapport à la sélection sur épi telle qu'elle est faite actuellement. Donc on va comparer la sélection sur grain et la sélection sur épi. Pour comprendre les différences qui existent entre ces méthodes de sélection, il faut comprendre comment ces méthodes de sélection vont impacter l'héritabilité et les intensités de sélection qu'on va pouvoir obtenir. Et donc en premier, je vais détailler les composantes de la variance d'un trait du grain qui vont impacter les héritabilités. Donc il y a la variance génétique, pour des plantes de différents génotypes, la variance environnementale qui prend en compte les différents environnements, la variance interépi qui existe entre des grains qui viennent de plusieurs épis d'une même plante pour des raisons physiologiques, et il y a la variance intraépi entre plusieurs grains d'un même épi pour des raisons physiologiques également. Maintenant, si on regarde ce qui se passe en sélection sur grains, donc on va, dans notre population, sélectionner dans la distribution d'un certain trait du grain. On va pouvoir observer un nombre de grains que j'ai appelé NGO, et qui a priori, si on fait de la sélection sur grain avec un trieur optique, peut être très élevé, et donc on peut faire de la sélection sur grain à haut débit. Pour faire la sélection, on va sélectionner un nombre N-cell de grains qui va donner une certaine intensité de sélection, et chaque grain qu'on va observer, on va estimer sa valeur génétique à travers l'héritabilité, et on va obtenir un certain progrès, donc R grain. Si on regarde maintenant ce qui se passe en sélection sur épi, en fait, le nombre d'épis qu'on va pouvoir observer, NEO, a priori, il va être assez faible parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de méthode ou de machine qui permettent d'observer et de mesurer sur des épis à haut débit. Ce qui fait que si on veut sélectionner N-cell grain comme en sélection sur grain, vu qu'on est dans des effectifs plus réduits, on va devoir aller vers des intensités de sélection plus faibles. En revanche, vu qu'on observe des moyennes de grains et plus des grains individuels, on va mieux estimer la valeur génétique des grains qu'on observe, donc l'héritabilité va augmenter, et à la fin, on va avoir un progrès R-épi. Donc pour résumer tout ça globalement, en sélection sur grains, on va vers de fortes intensités de sélection parce qu'on peut les observer au débit, mais on estime assez mal la valeur génétique des grains, alors qu'en sélection sur épi, on va vers de faibles intensités de sélection parce qu'on ne peut pas vraiment les observer au débit, mais on estime bien mieux la valeur génétique des grains. Et donc, nous, on a voulu calculer ce rapport R grain sur R épi pour savoir l'efficacité relative entre la sélection sur grain et la sélection sur épi. Ce rapport, on l'a développé analytiquement en partant de l'équation du sélectionneur et en essayant d'exprimer les termes en fonction des paramètres que j'ai détaillés, donc les composantes de la variance, le nombre de grains observés, le nombre de grains sélectionnés, etc. On a obtenu l'équation suivante, qui est en fait, du coup, on retrouve qui est une multiplication de deux rapports qui vont varier dans des sens opposés. Donc le rapport des intensités de sélection et le rapport des héritabilités entre grains et épis. On a voulu du coup vérifier si cette équation permettait de donner des résultats concordants avec la réalité. Donc on a mis en place une expérimentation, on a fait de la sélection sur grain et de la sélection sur épi sur la taille du grain, donc chez le blé dur. On a calculé les progrès qu'on a effectués avec les résultats expérimentaux et de façon théorique avec l'équation. On a comparé les séries de valeurs et on obtient l'alignement suivant, donc qui est plutôt bon. On a un R2 de 0,89 et ça s'aligne à peu près sur Y égale X. Pour faire ces calculs, on a dû estimer toutes les composantes de la variance que j'ai détaillées plus tôt. Et c'est intéressant de voir que c'est la variance intra qui est la plus élevée. Et sans rentrer dans les détails, elle nous intéresse parce que c'est cette variance qui va faire qu'on a des différences d'héritabilité entre la sélection sur grain et la sélection sur épi. Donc maintenant qu'on a vu que ce rapport théorique, analytique, pouvait donner des résultats concordants avec l'expérimentation, on a voulu explorer des scénarios de sélection de façon purement théorique, en faisant varier du coup tous les paramètres de l'équation, et on obtient ce genre de courbe.
Donc là, c'est le rapport R grain sur REPI en fonction du nombre de grains observés, et chaque courbe correspond à un nombre d'épis observés. Ce qu'on constate, c'est qu'à partir du moment où on peut observer à peu près 1 million de grains, ce qui est très faisable par exemple avec un trieur optique, on est soit équivalent en faisant de la sélection sur grain et de la sélection sur épi, soit meilleur en faisant de la sélection sur épi. Les courbes sont au-dessus du trait noir qui représente R grain sur épi égale 1. On voit aussi qu'il y a une forte saturation de l'effet du nombre d'épis observés, c'est-à-dire que quand on passe de la courbe NEO égale 4000 à NEO égale 5000, en rajoutant des milliers d'épis observés en plus, on n'améliore pas beaucoup la sélection sur épi. Et au final, ce qu'on peut retenir de ce genre de graphe, c'est que en fait, la sélection sur grain, elle semble meilleure dans la plupart des cas, parce que en fait, les cas où les courbes sont au-dessus de la valeur du rapport valant 1, c'est les situations les plus réalistes, parce que quand on est en dessous, donc en bas à gauche du graphe, c'est des situations où on peut observer beaucoup d'épis mais pas beaucoup de grains, ce qui a priori n'est pas très logique. Mais il y a quand même des situations où la sélection sur épi reste meilleure que la sélection sur grain, et c'est les situations en fait, où on se place dans des très petits effectifs, et où en fait, le nombre d'épis qu'on va observer se rapproche du nombre d'épis total de la population, et où l'avantage de l'intensité de sélection qu'on a en sélection sur grain ne prévaut plus. Et donc au final, la démarche qu'on a eue là durant ce stage, elle serait adaptable à tout trait du grain, notamment à des prédictions de traits de la plante faites à partir de spectres du grain, pour en revenir à la sélection phénomique. Et on pense que moyennant des petites améliorations pour prendre en compte les coûts et le temps à mettre en place dans les différentes méthodes, ça pourrait être intéressant pour des sélectionneurs qui voudraient faire de la massale pendant une période de bulk en début de sélection, ou par des agriculteurs et qui voudraient faire de la sélection massale de blé dur. Merci. Merci. Merci, beau défi. J'ai même compris, je crois. Donc, ce qui était un vrai défi. Merci beaucoup, Clément. Je vais demander maintenant, alors, on va parler des travaux d'Antoine, mais Antoine ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Et donc, c'est Olivier Leprince qui va présenter les résultats de son stage. Olivier, pareil, la zapette. Et voilà, je vous laisse expliquer les résultats du travail d'Antoine. Oui, donc merci. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, donc Antoine est maintenant ingénieur dans une société horticole, donc il ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Donc c'est moi qui va me charger de présenter les résultats des travaux que j'ai encadrés. Et avant de commencer, je voulais remercier la chaire pour avoir financé ce stage. Donc la première dia vous pose le contexte. On est sur le soja et a des effets peut-être bénéfiques s'il n'y en a pas beaucoup, mais celui est important, c'est que le changement climatique montre qu'il va favoriser l'implantation du soja en Europe. Les simulations que vous voyez là, ce sont les projections sur celles du milieu. Celles du milieu sont des projections pessimistes, et ça, c'est des projections très pessimistes en termes de changement climatique. Et on voit que des variétés de soja qui sont ici représentées par des groupes de maturité, je vais expliquer ça dans un instant, vous voyez qu'on a une expansion de plus en plus vers le nord pour des groupes de maturité entre 0, 0 et 0 et triple 0. Donc ce sont des groupes de maturité, en fait ça reflète le cycle de la plante. Plus on a des valeurs de 0 élevées et plus le cycle va être très court. Alors, donc, on va avoir besoin de nouvelles variétés pour pouvoir répondre au changement climatique en double zéro et en triple zéro. Mais il y a une autre problématique qui va survenir aussi, c'est que si on va semer de manière vers le nord, il va falloir semer de manière précoce pour éviter des risques d'épisodes de sécheresse à l'été. Et si on va semer plus tôt et vers le nord, ça veut dire que les graines vont rencontrer des basses températures, inférieures à 10 degrés souvent. Et ça, on sait que chez le soja, c'est une véritable problématique. Ça a dû des gros défauts d'émergence. Et ça va aussi ralentir l'émergence. Et si ça ralentit l'émergence, ça va favoriser des agents pathogènes ou la fonte des semis. Et donc, l'objectif de travaux de recherche, c'est de mieux connaître la réponse au froid chez le soja au moment de la germination, quels sont les mécanismes de protection que le soja peut mettre en place et de régulation aussi de ces mécanismes de protection. Et ces connaissances-là doivent servir pour la sélection variétale. Alors, les objectifs du stage étaient de 3 ordres. D'abord, c'était déterminer l'impact de la variabilité génétique sur la réponse de la germination. Et puis, on a déterminé aussi l'efficacité du priming, que je vais vous expliquer, qui va être une méthode pour cribler des génotypes pour pouvoir rechercher des paramètres qui vont permettre de modéliser la relation avec le froid et d'étudier les effets génétiques.
Alors voilà une courbe ici, c'est la première expérience qu'Antoine a fait. Donc sur une variété commerciale leader sur le marché français et européen, voilà les courbes de germination qu'on peut obtenir à différentes températures. Et là, vous voyez bien qu'à partir du moment où on met les graines à 6 degrés, on a des conditions de laboratoire, vous voyez que les temps de germination commencent à s'allonger très fortement. Alors on peut aussi présenter ces données en calculant le temps nécessaire pour obtenir les 50% de germination. C'est une sorte de moyenne. Là, on voit que si on est à température ordinaire à 20 degrés, on a des temps de l'ordre de grandeur de quelques jours. Et puis plus on va refroidir, et vous voyez qu'on monte en asymptotique ici avec des temps qui vont aller sur plusieurs dizaines de jours. Et vous voyez que toutes les variétés, ici, les groupes de maturité se comportent à peu près de la même façon. Alors, ce qui nous a intéressé ici, c'est les données à 10 degrés. Et donc là, on a continué à travailler. On a ici calculé maintenant les vitesses d'émergence. Donc, plus vite ça germe, mieux c'est. En fonction des groupes de maturité, en augmentant la diversité génétique. Et on s'aperçoit qu'au final, on a des vitesses d'émergence qui sont relativement faibles. Et c'est pas ça qu'on veut, en fait, pour des groupes double zéro et triple zéro. Donc, il existe une variabilité génétique de réponse aux basses températures qui semble être liée au groupe de maturité. Alors, on a voulu approfondir la question en essayant de modéliser la réponse au froid. Et donc, pour la germination, donc, il existe des modèles qui permettent de calculer et de prédire la germination au froid en se basant sur 2 paramètres. La température à laquelle les graines ne vont pas germer, ici, et la pente représentée ici, qui est une valeur ici de temps thermique. Donc on a réalisé ces modèles pour les différents génotypes qu'on avait. Et en fait, on remarque qu'au final, c'est un peu décevant, c'est qu'on ne voit pas de variabilité. En tout cas, la variabilité génétique dans nos lots de semences ne permet pas d'expliquer la réponse aux basses températures lorsqu'on va considérer les 2 paramètres de temps thermique, la température de base et le θ. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place une autre technique qui nous permettait de mieux comprendre la réponse au froid, en se basant ici sur une technique qui est utilisée en semences potagères, pas en grande culture, mais qu'on va utiliser à notre avantage pour comprendre la réponse au froid. Donc la technique, elle est résumée ici, c'est une technique de priming qui va consister à imbiber les graines de manière contrôlée, de différentes façons, soit dans de l'eau, soit de la solution osmotique, pendant un certain temps. On rince et on sèche et on ramène la teneur en eau à la teneur en eau initiale et on va récupérer les graines derrière. Et en production de semences potagères, c'est une technique qui est largement utilisée pour améliorer la qualité de la graine. Alors, voici ici maintenant l'effet du priming sur les différents génotypes qu'on a été étudiés. Donc, je vous montre directement ici, en fait, une échelle qui vous montre l'amélioration qu'on va gagner en réponse au froid par rapport aux témoins que je vous ai montrés. Et donc, on voit qu'ici, à 6 degrés, en fonction du génotype, on a une amélioration qui varie entre 2 fois à 9 fois mieux que les graines non primées. Donc ça, c'est vraiment très positif. Et quand on regarde pour ces graines primées les relations avec les modèles de temps thermique, on voit qu'on a une diminution systématique pour tous les groupes de la température de base. Donc on a un effet du génotype sur l'efficacité du priming, et cet effet est significatif. Et donc ça, ces résultats-là, ici, qui sont simplement abordés en quelques minutes, en fait, va nous permettre d'appuyer et de développer un sujet de thèse qui va être financé par un projet qui s'appelle Sustainable, dans le cadre de projet France 2030. Et l'objectif de la thèse va être donc d'identifier et de caractériser les gènes qui modulent la vitesse de germination au froid chez le soja, avec 2 volets. D'abord, faire de la GWAS pour caractériser les loci, identifier les gènes qui expliquent la variabilité de la réponse au froid, de la germination, et de voir les mécanismes qui vont réguler la modification du temps thermique induit par le priming. Et avec ça, je vous remercie pour votre attention. Super, merci beaucoup. Merci Olivier. De la même façon, vous pourrez poser des questions tout à l'heure, après non pas la session, mais la journée. Toutes les personnes seront à votre disposition pour répondre à ces questions. Alors maintenant, on va voir les travaux d'Anne Solène, et de la même façon, Anne Solène n'est pas disponible. Donc, c'est Maria Manzanares-Doleux qui va venir présenter les résultats d'Anne Solène, parce que je crois qu'elle travaille dans votre laboratoire, donc vous êtes assez au courant de ce qu'elle a fait. Oui, en plus, je tiens à le dire, donc merci à la chaire de nous avoir financé. Anne Solène,
Enfin, pour ceux qui ne le savent pas, les étudiants, donc je suis professeur ici de génétique amélioration des plantes. Donc, en Solène, elle a fait la formation dans la spécialisation, donc master génétique amélioration des plantes, et elle a fait les stages dans notre laboratoire à l'IGEP, encadré entre autres par Antoine Graveau et moi-même, sur la caractérisation des régions génomiques associées à l'introgression d'une résistance à l'eurovache à partir donc des accessions de Brassica oleracea et Brassica rapa. En fait, le contexte, c'est que le colza, donc, qui est un hybride interspécifique entre un chou et une navette, est aujourd'hui confronté à une pression parasitaire énorme, pas simplement du fait du changement climatique, mais aussi de l'augmentation des surfaces des cultivations donc, des colza. Cette augmentation des pressions parasitaires concerne tous les types d'agents pathogènes, champignons, virus, bactéries, protistes, insectes, mais aussi un autre type d'agent pathogène qui est donc des plantes parasites telles que donc Orobanche rameuse, donc c'est une plante parasite racinaire. Alors aujourd'hui, on considère que c'est une maladie émergente en relation avec effectivement aussi les changements climatiques. Et c'est la lutte génétique, c'est-à-dire la lutte variétale, qui est préconisée pour lutter contre ces maladies qui est extrêmement difficile de lutter contre. Donc, c'est de faire de ces plantes parasites. Alors, la lutte variétale implique des gènes de résistance, des variétés résistantes. Or, chez les colzas, il n'y a pas de gènes de résistance. Ces gènes de résistance peuvent exister dans d'autres espèces, comme par exemple les tournesols, mais pour d'autres espèces des orobanches. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une diversité aussi métabolique qui est restreinte. Or, on sait aussi que les métabolites, certains métabolites spécialisés, donc, vont être impliqués dans la lutte contre cette plante parasite. Alors ainsi, donc, on est allé chercher donc, de la diversité génétique et de la diversité métabolique au niveau des espèces progénitrices des colzas, c'est-à-dire les choux et la navette, à travers l'introgression de cette variabilité. Donc l'approche qui a été utilisée, et donc qui a suivi en Solène pendant son stage, à partir, donc on ne voit pas très bien, mais à partir d'une collection des navettes et des choux, il y a eu des croisements avec un colza, en l'occurrence Aviso, pour constituer des hybrides qui sont des hybrides interspécifiques triploïdes, qui ont été rétrocroisés avec des lignées d'Aviso, à partir de ces matériels qui a déjà un génome qui ressemble à des colzas. On a réalisé des haploïdes doublés au cours des différents programmes, je n'ai pas le temps ici de tous les détailler, pour constituer ce qu'on appelle des lignées d'introgression. C'est-à-dire, une lignée d'introgression, c'est une lignée qui va avoir la plupart de son génome qui ressemble au colza et des petits morceaux qu'on imagine qui portent les métabolites d'intérêt, enfin les gènes qui codent les métabolites d'intérêt ou la résistance, donc avec des petits morceaux. Et donc, en Solène disposait de 76 génotypes, lignées d'introgression, avec des phénotypages, des données de phénotypage de résistance à l'eurobanche et des profils métabolomiques. L'objectif de son stage, c'était tout simplement, enfin c'était beaucoup de travail, c'était déterminer quels étaient les facteurs génétiques qui contrôlaient aussi bien la résistance à l'eurobanche, mais aussi qui contrôlaient la teneur en métabolites. L'idée, c'était d'introduire chez les colzas des métabolites qui n'existaient pas actuellement, mais qui existent chez les espèces progénitrices. Et ensuite de corréler, si possible, les profils d'accumulation de ces nouveaux métabolites qu'on a introgressés chez les colzas avec la résistance à l'eurobanche. Alors, elle a développé, je n'entre pas dans les détails, donc une stratégie de génétique quantitative, donc génétique d'association, GWAS, et de génomique comparative, en se basant donc sur les séquences aujourd'hui connues de tous les matériels végétaux, pour pouvoir réaliser son travail. Alors, je passe directement aux résultats. Donc, le travail dans Solène nous a permis, donc, a fait beaucoup avancer ces différents programmes de recherche, a permis d'identifier des lignées d'introgression qui portent des niveaux de résistance à l'eurobanche très intéressantes. Il a permis aussi qu'on puisse repérer des lignées d'introgression qui portent des gènes codant des composés tels que, bon, c'est des noms un peu bizarres, des tridine-like, des conjugués, des bluménol ou des phénolamines, qui sont des composés qui n'existaient pas aujourd'hui dans les variétés actuelles des colzas, mais qui donc ils ont été introgressés. Elle a aussi réussi à identifier des régions génomiques, notamment par génomique surtout comparative, et notamment 8 zones d'introgression, 8 régions génomiques qui portent les gènes de résistance, et notamment avec des gènes candidats qui sont des gènes de type RLK.
Malheureusement, nous n'avons pas pu trouver une corrélation entre ces lignées qui sont résistantes à l'eurobanche et les métabolites nouveaux qu'on a introgressés. Mais ce n'est pas grave parce que dans les perspectives, on sait que ces métabolites, nous on travaille aussi beaucoup dans les laboratoires pour la résistance aux insectes, qui est aujourd'hui un grave problème aussi pour les colzas. Et en fait, dans ces métabolites nouveaux qui ont été introgressés, on sait qu'ils ont un rôle fondamental dans la lutte aussi, dans la tolérance aux insectes. Et donc les perspectives, c'est valider ces rôles possibles de ces nouveaux métabolites pour d'autres agents pathogènes, en plus d'identifier les gènes causaux de résistance à l'eurobanche, donc avec des travaux qui ont commencé à être en cours donc, par Mathieu qui est dans la salle, donc les chargés de recherche qui va continuer les programmes, que je ne le vois pas. Il a dit parti. Ah si, voilà, Mathieu. Et donc par des études transcriptomiques. Et voilà. Merci beaucoup à tous. Merci Maria. Merci. Donc là, on a vu les résultats de 3 stages, donc avec ce lien avec la chaire. Maintenant, je vais vous demander d'accueillir Bastien, donc, qui va nous parler des résultats, alors, je ne sais pas si c'est préliminaire, intermédiaire, des résultats, on va dire, de sa thèse qui est en cours. Merci. Voilà, et de la même façon, Bastien, je vous laisse vous exprimer sur le sujet de votre thèse. Bonjour à tous, donc, je suis Bastien Gouffier, je vais vous présenter mes résultats, mon sujet de thèse qui porte sur l'interaction des métabolismes de l'azote et du soufre et la performance des génotypes pendant l'établissement précoce des plantules de légumineuses. Donc cette thèse elle est encadrée par Béatrice Tella, Guillaume Cherkez et Anis Limami et elle est financée par l'Institut Agro et la chaire Semences pour demain. Donc pour vous redonner le contexte, l'installation des légumineuses est une étape importante, notamment en rotation de culture et en culture intercalaire, car les légumineuses sont capables de réaliser des associations symbiotiques avec des bactéries du sol qui vont capter l'azote dans l'air pour le fournir aux plantes, et donc ça va permettre de réduire l'utilisation d'intrants azotés. Cependant, cette symbiose ne s'établit qu'au stade 4 feuilles, donc les plantules sont dépendantes de l'azote, notamment d'autant plus qu'elles sont peu compétitives pour la nutrition minérale vis-à-vis des plantes adventices et des plantes en culture, et donc elles sont dépendantes de l'azote contenu dans leurs graines et le sol. En se basant sur ce contexte, il y a eu des travaux qui ont été faits sur Medica utrincatula, qui est une plante modèle de laboratoire, de légumineuse en particulier, qui a cherché à caractériser la diversité génétique de cette plante en croissance hétérotrophe pour les plantules. Donc la croissance hétérotrophe, c'est la période entre de la germination jusqu'à l'émergence des tissus au-dessus du sol. Et donc lors de ces travaux, il y a 4 physiogroupes qui ont été mis en avant, qu'on peut voir juste ici. Et donc les physiogroupes, ce sont 4 groupes de comportements physiologiques différents qui répondent à des différences, qui répondent à l'absence d'azote par rapport à la présence. Sur cette base, il y a des génotypes qui ont pu être sélectionnés en fonction des physiogroupes. Et donc il a été mis en avant différentes signatures métabolomiques spécifiques des génotypes des graines, notamment pour la teneur en sulfate qui varie ici et en jaune, et la teneur en métabolites soufrés qui varie aussi dans les graines. Donc on a émis une hypothèse qui serait que l'interaction entre le métabolisme de l'azote et du soufre influencerait le génotype. Excusez-moi. On a émis une hypothèse que l'interaction entre le métabolisme de l'azote et du soufre influencerait les génotypes dans leur réponse à l'absence de nitrate pendant la phase hétérotrophe. Donc pour vérifier cette hypothèse, on a 2 axes. Le premier est de caractériser cette interaction sur un sous-ensemble de génotypes, et le deuxième est d'identifier des biomarqueurs et des gènes sous-jacents responsables de ces comportements à plus grande échelle. Donc là, ce sont les différents sous-axes que je vais faire durant ma thèse pour répondre à ces problématiques. Mais pour cette présentation, je vais juste m'attarder sur la première partie, qui va être l'impact de la nutrition sulfate sur la réponse des génotypes à l'absence de nitrate. Donc c'est une étude biométrique à l'échelle de la plantule qui se base sur des indices de plasticité, donc, qui sont calculés de cette manière-là. Et ça permet de voir le comportement de la réponse, le comportement des plantules en réponse à l'absence de nitrate par rapport à la présence. Donc, ce que je vous présente ici, c'est les indices de plasticité pour la racine primaire.
Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a une large gamme de variabilité de réponse entre les génotypes, qui va de plus ou moins 0% à plus à peu près 25%. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on est en présence de sulfate ici, et ce qu'on voit, c'est qu'on a une réponse qui est globalement attendue par rapport à ce qu'on connaît dans la biblio, parce que ces données indiquent qu'en fait, on va avoir un allongement de la radicule quand les plantules sont en absence de nitrate par rapport à la présence de nitrate. Et c'est la biblio, il y a plusieurs références qui nous disent que les plantes, quand on les met en absence de nitrate, elles vont avoir une racine plus longue. Ensuite, on a fait la même chose, mais en absence de sulfate cette fois-ci. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a des réponses qui sont complètement modifiées et qui ont des comportements complètement différents par rapport à ce qu'on avait avant, et que c'est vraiment dépendant des génotypes. Et donc, si on se penche sur les génotypes qu'on a colorés ici en rouge, on a une différence significative entre avec sulfate et sans sulfate. Et ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir une diminution de la réponse. Et donc, en absence de sulfate, cela veut dire qu'on n'a plus de réponse à l'absence de nitrate, donc plus d'allongement de la radicule en réponse au stress absence d'azote. À l'inverse, en bleu, on va avoir des allongements de la radicule, on va avoir une amplification de la réponse, donc c'est-à-dire que dans un sens ou dans l'autre. Donc pour ce génotype-là, on va avoir un allongement de la radicule en absence de nitrate par rapport à la présence, alors que pour l'autre génotype, ça va être dans l'autre sens. Ici, on va avoir un allongement de la radicule en présence de nitrate par rapport à l'absence, ce qui est un comportement assez étrange. Et donc ce type d'analyse, on les a faites sur d'autres traits phénotiques, et notamment pour les traits d'utilisation de la biomasse, et on a obtenu des résultats assimilaires avec une large gamme de variabilité génotypique. Et donc pour conclure, je vous ai montré que la nutrition sulfate aurait un impact sur la réponse des génotypes à l'absence de nitrate pour l'allongement de la racine primaire ainsi que les caractères associés à l'utilisation de la biomasse dans les graines, et que cette réponse elle est vraiment dépendante des génotypes. Et donc pour les perspectives, j'ai repris la figure du début. Donc après avoir fini ce premier bloc, maintenant je vais passer aux deux blocs suivants avec une étude de flux d'incorporation de l'azote et du soufre dans les plantules, et avec des quantifications de protéines et des mesures de leur turnover par des acides aminés marqués. Merci de votre attention. Merci Bastien. Bon, c'est un défi de présenter des mois de travail, comme pour les autres, en très peu de temps. C'est vous qui allez présenter, d'accord. Anne. D'accord, donc Anne va nous présenter donc, les travaux qui débutent, je crois, de Madame Radhi Diatou Demba. Donc voilà, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur donc c'est plus le du sujet. Teasing que des un teasing, résultats, d'accord, on va faire un teasing. Donc on vient juste de commencer une thèse dans le cadre de la chaire pour identifier les déterminants génétiques de la vigueur chez le colza en se plaçant dans des conditions agroécologiques. Donc c'est Radhi Diatou qui est ici dans la salle qui va commencer la thèse, mais elle est arrivée la semaine dernière. Alors on la laisse atterrir et puis on présente pour elle aujourd'hui, mais dans les prochaines itération, on pourra avoir plus de résultats sur cette thématique. Donc j'ai juste une slide juste pour vous dire à peu près sur quoi on va travailler dans ce cadre-là. Donc l'objectif, c'est de se poser dans un cadre où on se met dans des systèmes faibles intrants pour la culture de colza et regarder où sont les stades sensibles et où est-ce qu'il y a besoin d'aller, et dès le début de réfléchir à l'adaptation des variétés, donc l'amont pour nous, mais avec les pratiques. Donc dans ces systèmes où on va baisser les intrants, notamment pas d'irrigation, moins d'azote et surtout moins de protection. On sait que la phase d'installation du peuplement, elle est sensible pour garantir le potentiel de rendement, et que se développent aussi pas mal de nouvelles pratiques, normalement de culture associée. Donc quand on fait ça, avec des légumineuses, pardon, quand on fait ça, en général, on va avancer les dates de semis, et ce qui fait qu'on va augmenter l'occurrence potentielle de risque de stress hydrique au niveau de début de la culture. Et puis on sait aussi qu'on va avoir des dégâts d'insectes à l'automne de plus en plus prégnants, ce qui fait que cette phase entre la germination et l'entrée de l'hiver, donc l'automne et l'installation du peuplement, devient une phase très sensible pour cette culture. Et donc l'objectif, c'est d'augmenter, de travailler sur la vigueur du colza dans
ces stades précoces, et dès le début de réfléchir comment on combine un levier variétal avec des pratiques d'association agroécologique pour pas arriver avec des clés qu'on n'a pas testées avec les pratiques en face. Donc ça, c'est le contexte. Et donc, dans le cadre de la thèse de Radidiatou, ce à quoi elle va s'atteler dans les 3 prochaines années, je vous ai un peu listé les questions de recherche qui sont dans le projet. Après, elles évolueront aussi au cours du projet. Une thèse de doctorat, c'est aussi l'étudiant qui s'empare d'une thématique et en fonction des résultats, qui les fait évoluer. Mais nous, les questions, elles sont relatives à la relation entre ces différentes phases d'installation depuis la germination au stade 4-5 feuilles à l'entrée d'hiver. Est-ce qu'on avoir le continuum de vigueur à ces différents stades, le lien avec les dégâts d'insectes et puis la tolérance au stress hydrique dans ces pratiques, et puis d'interagir sur les interactions, des effets génétiques, pratiques et interactions. Et enfin, ce qui est intéressant dans ce sujet, on a un peu discuté avec Julie Gombert du GEVES pour aussi mener une réflexion sur comment on évalue ça dans des thèses d'inscription variétale et comment ça peut nourrir des réflexions au niveau des réseaux pour pouvoir faire évoluer l'inscription dans des réflexions un peu VATE sur l'adaptation des variétés aux pratiques. Donc c'est un vaste programme, on est très content que Radidiatou nous ait rejoint pour faire ce sujet. On sait qu'elle est motivée, nous on est prêts pour faire une belle thèse avec elle dans cette dynamique-là. Merci beaucoup. Oui, elle a commencé la thèse il y a... la personne est arrivée, vous êtes arrivé il y a 10 jours, c'est ça? C'est pour ça. Votre 10e jour aujourd'hui. Et en plus, on l'a mis avec des manips, donc elle a vu des plantes, elle a commencé par aller au champ, donc avant de faire, elle a fait 1 semaine et demie de prélèvement de plantes. C'est la journée d'atterrissage aujourd'hui alors. Voilà, c'est ça. Merci.